Avez-vous déjà ouvert vos réseaux sociaux, vu la photo d'une connaissance qui réussit et senti une oppression monter en vous? Ce sentiment désagréable que votre propre progression n'a plus aucune valeur. Ce piège insidieux, se comparer aux autres, est l'un des plus grands voleurs de bonheur du XXIe siècle. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pourquoi cette habitude est si destructrice. Mais surtout, je vais vous révéler la seule méthode de comparaison qui est non seulement inoffensive, mais qui deviendra votre moteur de croissance principal. Vous apprendrez comment transformer votre critique intérieure en votre meilleur allié. D'ailleurs, dites-moi tout de suite en commentaire, à qui vous comparez-vous le plus souvent? À des collègues, des amis ou peut-être des influenceurs? Soyons honnêtes avec nous-mêmes dès le départ. Pour comprendre pourquoi nous sommes si obsédés par la comparaison, il faut remonter loin dans notre passé. Pour nos ancêtres, se comparer était un pur mécanisme de survie. Ils se disaient « la lance de mon voisin est plus aiguisée, c'est un meilleur chasseur, alors je dois en fabriquer une similaire ou rester près de lui. » Cette femme de la tribu voisine a l'air en meilleure santé, elle a sans doute un meilleur accès à la nourriture, c'est un bon indicateur. Ce programme intégré permettait d'évaluer sa position dans la hiérarchie sociale et de s'adapter en conséquence. Mais voici le problème, le programme est resté le même, alors que les conditions ont radicalement changé. Aujourd'hui, on ne nous montre plus seulement le voisin avec sa lance, mais des milliers d'images idéalisées par jour. Les réseaux sociaux sont devenus une vitrine mondiale de réalisation où chacun ne présente que la meilleure, la plus polie version de sa vie. Notre cerveau ancestral ne sait pas faire la part des choses. Il ne fait pas la différence entre un filtre, une retouche et le fait que derrière les photos de vacances parfaites se cachent des dettes et des disputes de famille. Il prend tout pour argent comptant, relance ce vieux mécanisme de comparaison à pleine puissance et nous enferme dans la spirale de l'insatisfaction permanente. Commençons par l'illusion majeure dans laquelle nous enferme cette fâcheuse habitude de la comparaison. Nous percevons inconsciemment la vie comme un immense stade où tout le monde court la même distance vers une unique ligne d'arrivée appelée succès. Vous courez sur votre propre couloir et du coin de l'œil, vous voyez quelqu'un vous dépasser. La première réaction, l'anxiété, la frustration, le sentiment immédiat d'être à la traîne. Or, c'est là que réside l'erreur fondamentale. Dans la réalité, il n'y a pas de stade commun. Chacun de nous court son propre marathon, une course unique, sur sa propre piste, avec ses propres obstacles et ses propres règles. Imaginez que votre objectif soit de courir 1000 km vers le nord, tandis que celui de la personne à laquelle vous vous comparez est de gravir la plus haute montagne à l'est. Comparer qui a le plus avancé est absolument dénué de sens. Vos chemins ne se croisent pas. Damn! Lorsque vous comparez votre carrière, vos relations ou votre création artistique à celle des autres, vous faites exactement la même chose. Vous essayez d'aligner l'incomparable. C'est comme comparer une pomme et une orange en se basant sur leur capacité à flotter. Chacun a son propre chemin, son propre rythme et sa propre définition du succès. Votre mission n'est pas de dépasser votre voisin, mais de vous assurer que vous avancez toujours sur votre propre carte vers votre propre objectif. Passons maintenant au principal catalyseur de la comparaison dans le monde moderne, les réseaux sociaux. Il est crucial de comprendre une chose simple mais fondamentale. Le fil d'actualité, quel que soit le réseau, n'est pas un miroir de la réalité. C'est une compilation minutieusement sélectionnée, filtrée et éditée des meilleurs moments de la vie des autres. C'est une plaquette publicitaire, pas un documentaire. Les gens publient des photos de vacances luxueuses, mais ne mentionnent pas les emprunts qu'ils ont contractés pour se les payer. Ils se vantent de leur promotion, mais oublient de parler des nuits blanches et du stress qui ont précédé cette réussite. Ils postent la photo de famille parfaite, prise entre deux grosses disputes. Lorsque vous regardez ces images glacées, votre cerveau commet une erreur monumentale. Il commence à comparer tout ce que vous savez de vous, vos peurs, vos échecs, vos doutes, le désordre de votre appartement et votre visage bouffi au réveil, avec une bande-annonce publicitaire étrangère parfaitement montée. C'est une bataille perdue d'avance. Vous comparez vos coulisses avec la scène des autres.
C'est comme arriver sur un plateau de tournage et être déprimé parce que votre vie n'est pas aussi flamboyante que celle des acteurs à l'écran, en oubliant les scénaristes, les éclairagistes et les dizaines de prises nécessaires hors champ. Plongeons un instant dans l'injustice fondamentale de l'acte de comparaison lui-même. Imaginez que vous êtes un écrivain assis devant une page blanche, luttant désespérément avec le premier paragraphe de votre nouveau livre. Vous vous sentez nul, incapable, persuadé que rien de bon n'en sortira. À cet instant précis, vous ouvrez Internet et vous tombez sur une nouvelle. Un auteur que vous connaissez vient de remporter un prix littéraire prestigieux pour son nouveau best-seller. Qu'est-ce que vous ressentez? Très probablement une pointe de jalousie et de désespoir. Vous comparez votre état actuel, celui de la lutte, du doute et du chaos créatif, avec le résultat final et entièrement poli d'une autre personne. Vous voyez son triomphe, mais vous ignorez les centaines d'heures qu'il a passées dans la même agonie. Vous ne voyez pas les dizaines de refus essuyés par les éditeurs, ni les premières ébauches qu'il a brûlées de honte. Vous comparez votre premier pas avec le millième d'un autre. C'est une compétition fondamentalement inéquitable que vous vous imposez vous-même. Vous ne connaîtrez jamais toute l'histoire qui se cache derrière le succès des autres. Vous ne savez rien de leurs privilèges, de leurs sacrifices, de leurs chances ou de leurs problèmes cachés. Vous comparer dans ces conditions, c'est vous inscrire volontairement sur la liste des perdants. La comparaison est l'une des choses les plus sournoises qui soient. Elle vous vole votre joie, elle dévalorise vos propres succès, quelle que soit leur importance réelle. Imaginez que vous ayez travaillé dur et que vous ayez enfin obtenu une promotion avec une augmentation de salaire de 10%. Vous êtes fier, vous êtes heureux, jusqu'à ce que vous appreniez à la machine à café que votre collègue a reçu 15%, et c'est fini, votre joie s'évapore instantanément. Votre succès objectif, le fait que vous gagnez plus d'argent, n'a soudainement plus aucune importance. Votre esprit ne se focalise plus sur votre progression personnelle, mais sur l'écart qui vous sépare de cette autre personne. Prenons l'exemple des Jeux olympiques. Imaginez que vous remportiez la médaille de bronze. C'est un exploit incroyable. Pourtant, des études démontrent que les athlètes qui obtiennent le bronze sont souvent plus heureux que ceux qui décrochent l'argent. Comment est-ce possible? C'est simple. Le médaillé d'argent se compare à celui qui a eu l'or et se dit « j'ai failli gagner, j'ai raté la victoire », tandis que le médaillé de bronze, lui, se compare à tous ceux qui n'ont même pas atteint le podium et pense « j'ai réussi, je suis dans le top 3 ». La comparaison est un filtre à travers lequel vous choisissez de regarder votre vie. Et si ce filtre est constamment réglé sur ce que vous n'avez pas, il vous sera impossible d'apprécier et de savourer pleinement tout ce que vous possédez déjà. Tournez. Là où la comparaison s'installe, elle engendre inévitablement ses enfants les plus vénéneux, la jalousie et le ressentiment. À force de se focaliser sur la réussite d'autrui, on ne l'aperçoit plus comme une source d'inspiration, mais plutôt comme une offense personnelle. Le succès de l'autre est ressenti comme notre propre échec. Ce sentiment brûle une quantité phénoménale d'énergie mentale. Au lieu de diriger cette force vers votre propre développement, vous la gaspillez à vous ronger les sangs pour les accomplissements des autres. L'envie, c'est comme être coincé dans une voiture enlisée dans la boue et regarder, plein de rage, les autres véhicules passer. Au lieu d'essayer de s'en sortir, il existe ce mythe dangereux selon lequel la jalousie pourrait être blanche ou saine et servir de véritable moteur. Mais dans la réalité, cela fonctionne rarement. Le plus souvent, elle mène à l'agressivité passive, au découragement et à l'autodestruction. Elle vous pousse à souhaiter l'échec d'autrui, au lieu de vous concentrer à construire votre propre succès. C'est un état toxique qui empoisonne vos relations avec les autres et, surtout, la relation que vous entretenez avec vous-même. Elle sape votre estime de vous-même en vous murmurant que vous n'êtes pas assez bon puisque d'autres réussissent mieux. C'est une impasse qui vous éloigne de vos véritables objectifs et empoisonne le processus de la vie elle-même. Nous avons donc établi que se comparer aux autres mène inévitablement à la déception. Mais que faire? Il est impossible d'arrêter complètement de se comparer, après tout, c'est une fonction intégrée à notre cerveau. La réponse est simple. Il faut changer l'objet de cette comparaison. Et le seul rival digne de ce nom, honnête et productif dans votre vie, c'est vous-même, mais la version d'hier.
Imaginez que vous n'ayez qu'un seul concurrent à surpasser. Ce concurrent connaît toutes vos faiblesses, toutes vos peurs, mais aussi toutes vos forces. Il est parti exactement du même point que vous. Il disposait des mêmes ressources et des mêmes limitations. Ce concurrent, c'est vous dans le passé. Le concept « toi aujourd'hui contre toi hier » change complètement les règles du jeu. Au lieu de regarder autour de vous, vous commencez à regarder en arrière, sur votre propre parcours. L'objectif n'est plus de faire mieux que lui, mais de faire mieux que je ne l'ai fait. Cela déplace votre attention des facteurs externes et incontrôlables vers les facteurs internes, ceux qui sont entièrement en votre pouvoir. Vous ne dépendez plus des succès ou des échecs des autres. Votre estime de soi est désormais liée à votre propre progression, à votre progression réelle. C'est le début du chemin vers une véritable liberté psychologique et une croissance durable. Lorsque vous décidez de ne rivaliser qu'avec vous-même, vous découvrez la magie des petits pas ou ce que l'on appelle les gains marginaux. L'idée n'est pas de tenter une révolution en une seule journée, mais simplement de s'améliorer d'un petit pourcent par rapport à la veille. À première vue, 1% semble infime, voire négligeable. Si vous faites 10 pompes aujourd'hui, en faire 11 demain ne paraît pas être un exploit majeur. Apprendre 5 nouveaux mots étrangers hier et 6 aujourd'hui n'est pas non plus une raison de tirer des feux d'artifice. Mais c'est là que la puissance de l'accumulation entre en jeu. Penchons-nous sur les mathématiques. Si vous vous améliorez d'1% chaque jour pendant un an, à la fin de l'année, vous ne serez pas meilleur de 365% comme on pourrait le croire. Vous serez presque 38 fois plus performant. Inversement, si vous vous détériorez d'1% chaque jour, au bout d'un an, il ne restera pratiquement rien de vos compétences initiales. Ce concept démontre que des efforts mineurs mais réguliers mènent à des résultats stupéfiants sur le long terme. En vous comparant à la personne que vous étiez hier, vous apprenez à valoriser ces petits pas qui construisent le chemin vers les grandes réalisations. C'est un marathon, pas un sprint. Mais comment savoir si vous avez réellement progressé par rapport à la veille ? Le progrès doit absolument devenir visible. Si vous vous fiez uniquement à votre mémoire et à vos impressions, vous risquez de vous faire des illusions ou d'oublier d'où vous êtes parti. C'est pourquoi l'élément fondamental de ce concept, vous contre vous-même la veille, c'est le suivi. Vous devez bâtir votre propre système de mesure, et celui-ci peut prendre n'importe quelle forme. Si vous cherchez à améliorer votre condition physique, créez un journal d'entraînement où vous consignerez les poids soulevés, les séries et les répétitions. Si vous apprenez une langue, utilisez une application qui comptabilise le nombre de mots mémorisés. Si vous travaillez sur un projet, tenez un carnet de bord où vous inscrirez chaque soir ce que vous avez accompli durant la journée. Même si votre seul but est d'être une personne plus sereine, vous pouvez tenir un journal d'humeur et vous attribuer une note sur 10 chaque soir. L'important est de rendre ce progrès tangible. Quand, un mois plus tard, vous ouvrirez ce journal et que vous constaterez que vous ne courriez qu'1 kilomètre, alors que vous en parcourez 3 aujourd'hui, ou que votre note d'humeur moyenne est passée de 4 à 7, vous aurez la preuve irréfutable de votre progression. Cette preuve est le meilleur carburant pour la motivation, un carburant que la réussite de personne d'autre ne pourra jamais dévaloriser. Dans notre culture obsédée par les grandes réussites, nous oublions souvent l'importance des petites victoires. Nous attendons d'obtenir une promotion, d'acheter une voiture ou de finaliser un projet majeur avant de nous autoriser à nous réjouir. Mais quand vous décidez de vous mesurer à la personne que vous étiez hier, les règles changent. La moindre amélioration, même infime, devient un motif de fierté. C'est ce que nous appelons les micro-victoires. Vous avez lu une page de plus que la veille? C'est une victoire. Vous vous êtes couché 15 minutes plus tôt comme prévu. Victoire. Au lieu de répondre à une agression par un cri, vous avez réussi à garder votre calme et à répondre posément. Ça, c'est une immense victoire. Prenez l'habitude de remarquer et de célébrer ces moments. Pas besoin d'organiser une fête, il suffit de vous dire mentalement « Bien joué, j'ai fait mieux qu'hier. Péchéyi ». Reconnaître ainsi vos propres succès, même modestes, agit comme un pic de dopamine. Cela crée une boucle de rétroaction positive dans votre cerveau. Votre cerveau comprend « Tiens, cette action mène à une sensation agréable, je dois donc la répéter ».
C'est ainsi que vous initiez une spirale ascendante de motivation. Chaque micro-victoire vous rend un peu plus confiant et plus fort pour l'étape suivante. Un autre changement fondamental se produit lorsque vous arrêtez de vous comparer aux autres. Votre attention bascule du résultat vers le processus. En vous comparant à quelqu'un, vous ne voyez que son résultat final, la voiture de luxe, la silhouette parfaite, le succès de l'entreprise. Vous ne voyez pas le processus qui y a mené, et c'est ce résultat que vous commencez à désirer en ignorant totalement le chemin. Mais quand vous devenez votre seule référence, le résultat passe au second plan. Le plus important devient le processus d'amélioration lui-même. Votre objectif n'est pas de devenir millionnaire, mais plutôt de faire aujourd'hui un pas vers l'éducation financière que vous n'avez pas faite hier. Il ne s'agit pas de courir un marathon, mais d'aller 100 mètres plus loin que la dernière fois. Cela élimine une pression psychologique énorme. Un objectif trop grand et intimidant se décompose alors en petites actions quotidiennes et gérables. Vous commencez à prendre plaisir au chemin, au processus de devenir une meilleure version de vous-même. La vie cesse d'être une course éternelle après la carotte au bout du bâton et se transforme en une aventure quotidienne captivante où la récompense n'est plus un point à l'horizon, mais le fait même d'être en mouvement. Se comparer aux autres génère souvent un critique intérieur impitoyable. Cette voix dans votre tête vous répète sans cesse « Regarde, Marie a déjà son propre appartement, et toi, tu es toujours en location. » Ou encore « À ton âge, Pierre était déjà chef de service, et toi, tu en es où ?» Ce critique est à la fois impitoyable et profondément injuste. Mais lorsque vous passez à la comparaison avec la personne que vous étiez hier, vous commencez à pratiquer l'autocompassion. Vous regardez votre vous d'hier, non pas avec jugement, mais avec compréhension. Vous vous rappelez la raison de vos échecs passés. Vous savez que vous étiez fatigué, que vous aviez d'autres urgences, ou qu'il vous manquait certaines connaissances. Et lorsque, aujourd'hui, vous réussissez à faire un peu plus, vous ne ressentez pas de la joie mauvaise, vous ressentez de la fierté et de la compassion pour votre ancienne version. Vous lui dites en quelque sorte « Regarde, on y est arrivé, aujourd'hui on est un peu plus fort ». Cette approche transforme votre critique intérieure en véritable coach. Au lieu de vous gronder pour vos erreurs, il commence à les analyser et à vous dire « Bien, hier nous avons trébuché sur ce point. Aujourd'hui, essayons une approche différente. » Vous apprenez ainsi à être plus doux envers vous-même, à vous pardonner les revers et à y voir non pas un prétexte à l'autoflagellation, mais une leçon précieuse. L'habitude de nous comparer aux autres est l'une des causes principales de la procrastination. Lorsque nous constatons un fossé immense entre notre situation actuelle et la réussite d'autrui, notre objectif nous semble immédiatement inaccessible. Notre cerveau perçoit cette tâche comme insurmontable et déclenche son mécanisme de défense, le report. On se dit « À quoi bon commencer à écrire un livre si je n'atteindrai jamais le niveau d'un Tolstoï ?» Ou encore « Pourquoi aller à la salle si je n'aurai jamais la silhouette de ce blogueur fitness ?» Pourtant, le cadre de pensée « moi aujourd'hui contre moi hier » tue la procrastination dans l'œuf. Il permet de décomposer cet objectif effrayant et colossal en micro-étapes absolument réalisables. Vous n'avez pas besoin d'écrire comme Tolstoï. Il vous suffit d'écrire un seul paragraphe de plus aujourd'hui qu'hier. Vous n'avez pas besoin d'avoir la silhouette du blogueur. Vous devez simplement faire un seul squat de plus aujourd'hui. La tâche devient si petite et si concrète que le cerveau n'a plus aucune raison de la saboter. La peur de l'échec disparaît, car le coût de cet échec est minimal. Si, par exemple, vous n'avez pas réussi à faire plus aujourd'hui, ce n'est pas grave, vous réessayerez demain. Cette approche lève la pression paralysante et vous permet tout simplement de vous mettre à l'action. Revenons ensemble sur la puissance des petits pas, mais cette fois, abordons-la sous l'angle de la vision à long terme. Ce principe est souvent appelé l'effet cumulé ou, dans le domaine du développement personnel, l'intérêt composé. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une seule journée et sous-estiment dramatiquement ce qu'ils peuvent réaliser sur une année entière. Nous recherchons tous des résultats instantanés. On commence un régime et l'on s'attend à ressembler à un mannequin au bout de 3 jours. On se met à apprendre une langue et on est frustré de ne pas la parler couramment après seulement une semaine. Pourtant, la croissance réelle et durable ne fonctionne pas de cette manière.
Imaginez deux trains partant exactement du même point. L'un roule droit, tandis que l'autre dévie de sa trajectoire d'un seul petit degré. Pendant la première heure, la différence entre eux sera presque imperceptible. Mais au bout de 1000 kilomètres, ils se retrouveront dans des destinations radicalement opposées. Il en va exactement de même pour vos habitudes quotidiennes. Un effort minime mais constant, orienté dans la bonne direction, finit par produire des changements colossaux avec le temps. En ne vous comparant qu'à vous-même hier, vous vous concentrez à garantir cette infime déviation positive, jour après jour. Vous cessez de courir après les résultats rapides mais éphémères, et vous commencez à bâtir votre succès brique par brique, jour après jour. Bien sûr, des revers sont inévitables sur cette voie. Il y aura des jours où votre vous d'aujourd'hui sera moins performant que votre vous d'hier. Vous tomberez malade et raterez une séance de sport. Vous traverserez une panne d'inspiration et n'écrirez pas une seule ligne. Vous craquerez et mangerez quelque chose de mauvais pour vous. Dans une approche axée sur la comparaison aux autres, une telle journée serait perçue comme une catastrophe, la preuve de votre insignifiance. Mais dans le système du « vous contre vous-même », ce n'est qu'une simple donnée à analyser. Au lieu de vous auto-flageller, vous vous posez des questions. Pourquoi cela s'est-il produit? Que puis-je faire pour l'éviter à l'avenir? Quelles leçons puis-je tirer de cet échec? Cette approche transforme chaque revers et chaque palier en une opportunité d'apprentissage. Vous réalisez que la croissance n'est pas linéaire. Ce n'est pas une ligne droite vers le haut, mais plutôt un zigzag qui, dans l'ensemble, progresse. L'échec cesse d'être une sentence et devient un feedback précieux. Vous apprenez à ne pas craindre les erreurs, mais à les utiliser comme des tremplins pour votre développement futur. L'essentiel, ce n'est pas d'être tombé, mais d'avoir analysé cette chute, de s'être relevé et d'avoir continué d'avancer. Prenons l'exemple d'un domaine concret pour voir comment ce principe s'applique, la carrière. Dans le modèle traditionnel, on évalue la réussite professionnelle à l'aune de critères purement externes, le titre, le montant du salaire ou le nombre de personnes sous votre responsabilité. Et nous passons notre temps à comparer ces indicateurs avec ceux de nos collègues, de nos anciens camarades de promo ou de nos connaissances. Ce jeu de comparaison constante ne génère que du stress et de la frustration. En appliquant le principe du « vous face à votre vous d'hier », vous redéfinissez entièrement vos indicateurs de succès. Au lieu de vous demander « pourquoi la rémunération d'un tel est-elle supérieure à la mienne ?», vous vous focalisez sur d'autres interrogations. Quelle nouvelle compétence ai-je acquise ce mois-ci que je n'avais pas le mois dernier? À combien de personnes ai-je apporté de l'aide aujourd'hui grâce à mes connaissances? Suis-je plus efficace dans la résolution de mes tâches par rapport au trimestre dernier? Quelles tâches difficiles que je craignais auparavant ai-je réussi à mener à bien? Votre développement professionnel ne dépend plus des décisions de votre manager ni des réussites de vos collègues. Il devient votre propre zone de responsabilité. Vous bâtissez votre carrière sur la progression de vos compétences et non sur une simple course aux promotions. Et, paradoxalement, c'est souvent cette approche, focalisée sur le long terme et l'amélioration personnelle, qui conduit, in fine, à l'obtention de ces fameux attributs externes de la réussite. Cette approche s'applique à merveille aux relations interpersonnelles. Nous comparons souvent nos relations, de manière inconsciente, à des images idéalisées vues dans les films ou sur les réseaux sociaux. Pourquoi mon partenaire n'est-il pas aussi romantique que celui de mon ami? Pourquoi mes enfants ne sont-ils pas aussi obéissants que ceux de mes voisins? C'est un chemin destructeur, source d'amertume et de déception. Au lieu de cela, essayez de vous comparer à vous-même hier dans votre rôle de partenaire, de parent ou d'ami. Posez-vous les questions suivantes. Ai-je été un auditeur plus attentif pour mon ou ma partenaire aujourd'hui qu'hier? Ai-je fait preuve de plus de patience envers mon enfant que la semaine dernière? Ai-je appelé cet ami auquel je n'avais pas pensé depuis longtemps? Cette approche déplace le focus des lacunes des autres vers votre propre comportement et votre propre contribution à la relation. Vous cessez d'essayer de changer les autres pour commencer à travailler sur vous-même. Vous réalisez que la seule chose que vous pouvez réellement contrôler dans n'importe quelle relation, ce sont vos propres réactions et actions. Et en vous améliorant chaque jour, vous améliorez imperceptiblement la relation elle-même.
Le secteur de la santé et du fitness est sans doute l'exemple le plus parlant de l'efficacité de ce principe. Les débutants à la salle de sport font souvent la même erreur classique, ils observent les athlètes chevronnés et soit ils se découragent face à l'écart immense, soit ils essaient immédiatement de soulever des charges trop lourdes, ce qui mène inévitablement aux blessures. C'est l'exemple type de la comparaison toxique. La bonne approche, c'est de se mesurer exclusivement à soi-même. Aujourd'hui, vous avez réussi à faire 5 squats avec 20 kilos. Votre objectif pour la prochaine séance, faire 6 répétitions avec cette même charge, ou peut-être prendre 21 kilos. Peu importe que le gars à côté de vous fasse des squats à 100 kilos, son chemin est le sien. Votre chemin, c'est votre performance du jour plus une minuscule amélioration. C'est la même chose pour la course à pied. Votre but n'est pas de dépasser tout le monde dans le parc, mais de courir 50 mètres de plus ou de gagner 5 secondes sur votre chrono précédent. Cette méthode rend le processus sûr, mesurable et incroyablement motivant. Chaque entraînement se transforme en une petite victoire sur votre vous d'hier, et c'est l'accumulation de ces victoires qui, avec le temps, construit le corps de vos rêves. Il est crucial de saisir la nuance entre la comparaison destructrice et l'inspiration constructive. Il n'est pas nécessaire et même nuisible d'ignorer totalement les réussites des autres. Elles peuvent être une source de motivation puissante et montrer ce qui est réellement possible. La différence essentielle réside dans votre réaction intérieure. Face au succès de quelqu'un d'autre, 2 réactions s'offrent à vous. La première, destructrice, « il est meilleur que moi, je suis un raté, je n'y arriverai jamais ». Ça, c'est la comparaison. La seconde, constructive, « Waouh, c'est génial, s'il a réussi à atteindre ça, alors c'est fondamentalement possible. Que puis-je tirer de son expérience pour mon propre parcours? Quelles étapes a-t-il franchies ?» Ça, c'est l'inspiration. Dans ce cas, la réussite d'autrui n'est plus la mesure de votre échec, mais la preuve que l'objectif est à portée de main. Vous ne le voyez pas comme un rival, mais comme un pionnier qui a tracé la route sur la carte. Vous pouvez étudier son chemin, adapter ses stratégies à votre situation, mais vous avancerez toujours à votre propre rythme et vers votre objectif unique. Apprenez des meilleurs, laissez-vous inspirer par eux, mais ne rivalisez qu'avec vous-même. Pour rendre ce processus encore plus clair et structuré, vous pouvez créer votre propre tableau de bord de la croissance. Imaginez le tableau de bord d'une voiture, celui qui indique la vitesse, le niveau de carburant et la température du moteur. Votre tableau de bord personnel, lui, suivra les indicateurs clés qui comptent pour vous. Cela peut être un tableau physique accroché au mur, une page dans un carnet ou un simple tableau numérique sur votre ordinateur. Choisissez 3 à 5 domaines les plus importants pour vous actuellement, par exemple santé, travail ou apprentissage. Pour chaque domaine, définissez 1 ou 2 métriques clés que vous pouvez suivre quotidiennement ou hebdomadairement. Pour la santé, cela pourrait être le nombre de pas ou la qualité de votre sommeil. Pour le travail, le nombre de tâches accomplies sur un projet crucial. Et pour le d'apprentissage, le nombre de pages lues ou les minutes consacrées à l'étude d'une langue. Entrez régulièrement les données sur votre tableau de bord. Cela vous permettra de visualiser l'ensemble de vos progrès, de repérer des tendances et d'ajuster votre cap en temps voulu. Vous verrez de vos propres yeux comment la courbe de votre croissance monte, lentement mais sûrement. C'est un outil incroyablement puissant pour maintenir la motivation. Et finalement, le bénéfice le plus précieux que vous tirez en abandonnant la course aux armements avec les autres pour vous concentrer sur votre propre parcours, c'est la liberté. C'est ce sentiment de profond soulagement lorsque le poids écrasant de devoir constamment prouver quelque chose à autrui quitte enfin vos épaules. Vous n'avez plus besoin de vous comparer sans cesse. Fini de faire semblant ou de construire une simple façade de réussite. Votre estime de vous-même cesse d'être des montagnes russes suspendues aux exploits des autres. Elle devient stable, s'appuyant sur le socle solide de votre propre progression, bien réelle. Vous retrouvez une clarté d'esprit absolue, car toute cette énergie mentale, autrefois gaspillée dans la jalousie et l'autocritique, est désormais canalisée vers la création. Vous commencez à vraiment vous écouter, à identifier vos désirs et objectifs authentiques, loin de ceux imposés par la société ou votre entourage.
votre chemin devient véritablement le vôtre. Et c'est dans cette authenticité, dans ce mouvement calme et assuré vers l'avant, que réside le vrai bonheur, le bonheur non frelaté. Vous vous contentez de faire votre travail, de devenir chaque jour une version légèrement meilleure de vous-même. Et cela, c'est largement suffisant. Et voilà le moment clé. La vraie nature de ce jeu auquel nous jouons tous, ce n'est pas de rivaliser avec les autres. C'est un marathon en solo, mené contre votre seul adversaire digne de ce nom, la personne que vous étiez hier. Cesser de se comparer et tracer sa propre route, ce n'est pas une simple formule, c'est le secret d'une motivation durable et de la paix intérieure. Nous avons vu comment les réseaux sociaux créent des illusions, comment la comparaison nous vole notre joie et génère l'envie. Mais surtout, nous nous sommes armés de l'outil le plus puissant, le principe du « moi d'aujourd'hui contre le moi d'hier ». Cette approche des petits pas, qui célèbre les micro-victoires et se focalise sur le processus plutôt que sur le résultat, a le pouvoir de transformer votre vie en profondeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a été utile, mettez un pouce bleu, cela aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur l'amélioration de votre quotidien. Et maintenant, la question essentielle. Quels petits pas, concrets, ferez-vous aujourd'hui pour être meilleur que vous ne l'étiez hier? Partagez votre objectif dans les commentaires. Inspirons-nous mutuellement.